Mon grand-père m'a laissé une maison sur la plage de 6 millions. Mais mes parents ont essayé de la donner à ma sœur, leur enfant préféré. Maman a jeté mon ordinateur portable par le balcon pour détruire toutes mes preuves de propriété. Elle pensait que tout était perdu. Mais j'avais déjà caché toutes les preuves. Et ce que j'ai fait ensuite? Il ne s'y attendait pas. Bonjour, mon nom est Elena Vance. J'ai 27 ans et, il y a 5 secondes, j'ai regardé tout mon avenir plonger vers les rochers déchiquetés de la côte californienne. Le bruit de mon ordinateur portable heurtant l'allée en béton n'était pas un fracas. C'était un bruit sourd, écœurant et creux, qui a résonné dans l'air salin de Malibu. Je me tiens sur le balcon à balustrade en verre d'une maison sur la plage à 6 millions de dollars, un endroit qui sent le cèdre coûteux et les embruns. Mais tout ce que je peux ressentir, c'est la trahison froide et calculée de la femme qui se tient devant moi. Oups, a chuchoté ma mère, Margaret. Bien qu'il n'y ait eu aucune trace d'erreur dans sa voix, elle n'a pas regardé les débris en bas. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec un sourire triomphant terrifiant, lissant son chemisier en soie comme si elle venait de terminer une corvée banale. Il semble que tes petites preuves viennent de prendre des vacances permanentes, Elena. Quel dommage. Cette vieille machine a toujours été si défectueuse, n'est-ce pas? Derrière elle, ma tante Lydia, la sœur cadette de ma mère et l'enfant prodige incontesté de la famille Vance, a laissé échapper un rire aigu et saccadé. Elle était déjà prélassée sur un canapé en lin blanc, un document de transfert d'acte de propriété reposant sur ses genoux comme un trophée. Ne sois pas si dramatique, Elena, a ricané Lydia, en buvant lentement une gorgée d'un vin merlot millésimé qui a coûté plus cher que mes courses mensuelles. C'est pour le mieux. Tu as toujours été trop avide pour ton propre bien. Cette maison était destinée à quelqu'un qui sait apprécier le luxe, pas à quelqu'un qui a passé 3 ans à jouer la bonne pour un vieil homme mourant. Mon père, David, se tenait près des portes en acajou, les bras croisés, refusant de croiser mon regard. Il ne l'a pas arrêté. Il n'a pas dit un mot quand Margaret a arraché l'ordinateur portable de mes mains. Il est juste resté là, complice silencieux du vol de mon héritage. C'est lui qui m'avait attiré ici ce soir sous le prétexte d'un dîner commémoratif pour mon défunt grand-père Silas. Ce n'était pas un dîner. C'était une exécution. Voici la réalité, ma chérie. Margaret s'est approchée, son parfum écœurant et étouffant. Grand-père Silas était sénile quand il t'a cédé cette maison sur la plage. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais maintenant que tes précieux fichiers numériques, le témoignage vidéo et les copies numérisées du testament original sont brisés en 1000 morceaux sur le trottoir. Tes preuves ont disparu. D'ici lundi matin, le nom de Lydia sera sur le titre de propriété. J'ai déjà parlé à l'avocat de la famille. Sans cet ordinateur portable, tu n'es qu'une fille avec une histoire triste et aucune maison. Elle a pointé un doigt vers la porte. Tu as exactement 2 heures pour faire tes valises. Tout ce qui sera laissé sur place ira à la benne à ordures. Si tu essaies d'appeler la police, je leur dirai que tu fais une dépression nerveuse. Et qui penses-tu qu'ils croiront? Un pilier respecté de la communauté ou une fille qui est clairement bouleversée par le décès de son grand-père? Je les ai regardés. Les personnes qui m'ont regardé changer les pansements de grand-père Silas. Les personnes qui ont ignoré ses appels pendant 3 ans. Et les personnes qui célèbrent maintenant sa mort comme si elles avaient gagné à la loterie. Ils pensent avoir gagné. Ils pensent qu'en détruisant un équipement informatique, ils ont effacé la vérité. Ils pensent que la sœur préférée de Margaret est sur le point de s'installer dans un paradis à 6 millions de dollars pendant que je suis jeté à la rue. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne pourraient pas imaginer, c'est que j'ai cessé de faire confiance à cette famille le jour où ils ont séché le 80e anniversaire de grand-père pour aller dans un centre de soins à Aspen. Ils pensent avoir détruit ma seule copie. Ils n'ont aucune idée que, bien cachée dans la doublure de ma veste, se trouve une clé USB de 128 gigaoctets contenant absolument chaque fichier, chaque conversation enregistrée et chaque reçu légal qu'ils viennent d'essayer de détruire. Mais avant de vous montrer comment j'utilise ce minuscule morceau de plastique pour dépouiller mes parents de tout ce qu'ils possèdent et les laisser en faillite et sans abri, nous devons revenir en arrière. Je dois vous montrer les 3 années d'enfer que j'ai endurées pendant qu'ils traitaient mon grand-père comme un fardeau invisible. Et le moment où j'ai réalisé que ma mère tuerait l'héritage de son propre père juste pour faire plaisir à sa sœur. Avant d'entrer dans les détails sordides de la façon dont je retourne la situation contre mes parents et leur fais payer chaque mensonge, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été le réparateur désigné de votre famille?
Êtes-vous celui qui reste derrière, fait le gros du travail et paie les factures pendant que tous les autres partent en vacances et ne se présentent que lorsqu'il y a un héritage à se disputer? Si vous avez déjà été traité comme un distributeur automatique de billets au lieu d'une fille, ou si vous avez regardé un enfant prodige être récompensé pour n'avoir absolument rien fait pendant que vous sacrifiez tout, laissez un commentaire ci-dessous et faites-le moi savoir. Je lis chaque histoire, et entendre vos expériences me rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. De plus, si vous pensez que la loyauté devrait être récompensée et que la cupidité devrait être punie, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne et cliquer sur cette cloche de notification. Nous construisons une communauté pour tous ceux qui ont déjà été le mouton noir juste pour avoir eu du cran. Votre soutien permet de s'assurer que ces histoires parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin. Maintenant, revenons 3 ans en arrière, au moment où j'ai décidé de sacrifier ma vie pour un homme que mes parents avaient déjà laissé pour mort. Revenons au 14 juin 2022. Ce fut le jour où le monde a basculé sur son axe. Je m'en souviens car c'était un mardi étouffant en Californie du Sud, et j'étais assise dans mon bureau exigu du centre-ville de Los Angeles, ayant enfin le sentiment d'avoir réussi. Je travaillais comme consultante architecturale junior, je gagnais bien ma vie, et on venait de m'offrir une promotion qui aurait propulsé ma carrière dans la stratosphère. Puis mon téléphone a sonné. C'était grand-père Silas. Sa voix, d'habitude tonitruante et pleine de vie, sonnait comme des feuilles mortes écrasées. « Elena » a-t-il chuchoté. « Les médecins, ils disent que c'est mon cœur et mes reins. Ils veulent m'hospitaliser, mais je veux juste rentrer chez moi à Malibu. » J'ai appelé ma mère, Margaret, immédiatement. Je supposais qu'elle serait déjà à l'hôpital. Au lieu de cela, j'ai entendu le bruit de verres qui s'entrechoquent et de musique jazz enjouée en fond sonore. Elle était au vernissage d'une galerie d'art haut de gamme à Santa Monica avec sa sœur, Lydia. « Oh, Elena, ne sois pas si dramatique », a soupiré Margaret au téléphone, sa voix dégoulinante d'agacement. Silas a 82 ans. Il a toujours des frayeurs. Les médecins veulent juste faire des tests pour pouvoir facturer son assurance. Lydia et moi planifions cette soirée depuis des semaines. Va juste le voir si tu es si inquiète, mais ne gâche pas ma soirée avec des mises à jour constantes. J'ai quitté mon bureau ce jour-là, et je n'y suis jamais vraiment retourné. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé grand-père Silas seul dans une chambre froide et stérile, fixant une télévision vacillante. Il avait l'air si petit. C'était l'homme qui avait bâti un empire de la construction à partir de rien, qui avait acheté à mes parents leur première voiture, et qui avait passé chaque été à m'apprendre à lire les marées. Et il était là, invisible pour sa propre fille. Le diagnostic était sombre. Insuffisance cardiaque congestive et détresse rénale de stade 4. Il avait besoin de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les médecins ont été francs. Il pouvait aller dans un établissement, où il pouvait rentrer chez lui avec une aide-soignante dévouée à temps plein. Ce week-end-là, nous avons eu une réunion de famille à la maison sur la plage de Malibu. Je me suis assise en face de Margaret, de mon père, David, et de ma tante Lydia. J'ai exposé le plan médical. Il a besoin de quelqu'un avec lui, ai-je dit, la voix tremblante. Les soins infirmiers à domicile coûtent 12 000 $ par mois de notre poche pour le niveau de soins dont il a besoin. Où nous pouvons nous relayer? Lydia s'est moquée, faisant tourner son vin. J'ai un style de vie à maintenir, Elena. Je ne peux pas passer mes week-ends à nettoyer derrière un vieil homme. C'est déprimant. De plus, j'ai mes retraites de yoga et mon calendrier social. Margaret, dis-lui. Margaret m'a regardé avec ce regard froid et détaché qu'elle a perfectionné au fil des ans. Elena, ton père et moi sommes enfin à un point où nous pouvons profiter de nos vies. Nous avons la maison dans les collines, l'abonnement au club privé. Nous ne pouvons pas tout arrêter. Mais toi, tu es jeune. Tu peux travailler depuis la maison, n'est-ce pas? Ou juste prendre une petite pause de ce travail de consultante. Ce n'est pas comme si tu étais le président-directeur général. Une pause, ai-je demandé, stupéfaite. Vous voulez que je jette ma promotion à la poubelle pour être infirmière à temps plein pendant que vous allez au club? La famille est une question de sacrifice, a dit David sans même lever les yeux de sa tablette tactile. Et soyons honnêtes, Elena, tu as toujours été la préférée de Silas. Il est tout naturel que ce soit toi qui prennes le relais. Nous te soutiendrons émotionnellement, bien sûr. Ce soutien émotionnel s'est avéré être une disparition totale.
Au cours des 3 années suivantes, ma vie s'est mesurée en milligrammes et en heures de rendez-vous. J'ai emménagé dans la maison de Malibu. J'ai appris comment administrer des perfusions intraveineuses, comment gérer une machine de dialyse et comment faire le suivi d'une douzaine de médicaments différents. J'ai regardé grand-père Silas passer d'un homme qui pouvait marcher sur la plage pendant des kilomètres à un homme qui luttait pour atteindre la table de la cuisine. Et les factures, elles étaient astronomiques. Grand-père avait des actifs, mais la plupart étaient bloqués dans des fonds en fiducie qui étaient difficiles à liquider rapidement. Chaque fois qu'une facture importante arrivait à échéance, une intervention chirurgicale d'urgence de 15 000 $ ou un lit spécialisé de 8 000 $, j'appelais Margaret. Nous sommes un peu justes ce mois-ci, ma chérie, disait-elle, alors que je pouvais littéralement entendre les vagues de la mer Méditerranée en arrière-plan parce qu'elle était en croisière. Mets cela sur ta carte de crédit pour l'instant. Nous te rembourserons. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai dépensé chaque centime de mes économies. J'ai contracté des prêts personnels. Je faisais 3 travaux indépendants différents à 2 heures du matin juste pour garder les lumières allumées dans cette maison sur la plage pendant que grand-père dormait. Mais voici la partie la plus tordue, la partie qui m'a donné le levier ultime. Environ 1 an après le début de la maladie de grand-père, mes parents ont rencontré un obstacle financier. Mon père, David, avait fait de terribles investissements dans une jeune entreprise technologique qui a fait faillite. Ils avaient des mois de retard sur le prêt hypothécaire de leur résidence principale, la villa méditerranéenne de 1,08 million dont ils aimaient se vanter. Ils étaient menacés de saisie immobilière. Margaret est venue à la maison de Malibu, s'agenouillant littéralement près de mon lit, en sanglotant. « Elena, s'il te plaît, si nous perdons la maison, la honte me tuera. Lydia ne me regardera plus jamais de la même manière. Si tu peux juste reprendre les paiements du prêt, juste jusqu'à ce que la nouvelle entreprise de David démarre. Tu restes ici gratuitement de toute façon, donc tu économises sur le loyer. » J'étais épuisé, en manque de sommeil, et je m'accrochais encore à l'espoir délirant que si je les sauvais, ils m'aimeraient enfin. Alors, je l'ai fait. J'ai signé les papiers. Je suis devenu la personne responsable des mensualités hypothécaires de 4 500 $ sur leur maison. Je me suis tué à la tâche pour payer le toit au-dessus de leur tête alors qu'ils rendaient à peine visite à l'homme qui mourait dans la maison d'à côté. Je me souviens d'une nuit précise au cours de l'hiver 2024. Grand-père Silas avait du mal à respirer. J'étais assise près de son lit à lui tenir la main pendant que le vent hurlait contre la vitre. « Elena » a-t-il chuchoté, les yeux clairs pour la première fois depuis des semaines. « Je vois ce que tu fais. Je vois les cernes sous tes yeux. Je vois la façon dont tu caches les factures quand ta mère entre pour sa visite de 5 minutes une fois par mois. Elle pense que je ne fais pas attention. Elle pense que je suis déjà parti. Tout va bien, grand-père, ai-je dit, en ravalant mes larmes. Je suis là pour toi. Non, a-t-il dit fermement. C'est moi qui suis là pour toi. Écoute-moi. Il y a un petit coffre-fort dans le sol du garde-manger sous le 3e carreau. À l'intérieur, il y a un dossier et il y a une clé USB. Tout ce que j'ai construit ne va pas aller au vautour. Cela ira à la seule personne qui m'a traité comme un être humain et non comme un compte bancaire. Il m'a fait promettre de n'en parler à personne. Ni à Margaret, ni à David, et surtout pas à tante Lydia. Lydia était la pire de tous. Elle se présentait peut-être 2 fois par an, toujours habillée de la tête aux pieds en vêtements Chanel, se plaignant de l'odeur de maladie dans la maison. Elle passait 10 minutes à prendre des autoportraits photographiques avec grand-père Silas pour les publier sur Internet avec des légendes comme « Je chéris chaque instant avec mon héros ». Et ensuite, elle partait avant même que l'infirmière ait eu l'occasion de lui montrer le tableau des médicaments. Un après-midi, j'ai surpris Lydia dans le couloir en train de regarder une montre en or ancienne d'une valeur de 50 000 $ que grand-père avait l'habitude de porter. « Tu sais » a dit Lydia, les yeux fixés sur la montre. « Quand il sera parti, cette maison appartiendra vraiment à quelqu'un qui sait recevoir correctement. Ma liste d'invités est bien plus adaptée à Malibu que la tienne, Elena. Tu devrais commencer à chercher un bel appartement dans la vallée, quelque part d'abordable. » Je n'ai rien dit. Je suis juste retourné dans la chambre de grand-père et j'ai changé sa bouteille d'oxygène. Au début de l'année 2025, grand-père Silas était la plupart du temps alité. Les coûts dépassaient désormais les 20 000 $ par mois entre l'aide infirmière 24 heures sur 24 que j'avais finalement dû embaucher et les traitements expérimentaux que nous essayions. Je me noyais.
Ma cote de crédit s'effondrait parce que je donnais la priorité à leur prêt hypothécaire et à la vie de grand-père sur mes propres factures. J'ai convoqué une réunion de famille. Je ne peux plus faire cela toute seule, leur ai-je dit. J'ai besoin que vous contribuiez. Juste $2000 par mois de la part de chacun d'entre vous couvrirait l'infirmière de nuit. Margaret a ri, un son aigu et laid. Elena, nous avons déjà tant donné spirituellement, et l'entreprise de David est encore en phase de croissance. De plus, Silas est à l'aise. Pourquoi as-tu besoin d'une infirmière de nuit? Tu es là de toute façon. Dors simplement avec un moniteur pour bébé. C'est à ce moment-là que la dernière once d'amour que j'avais pour eux est morte. J'ai réalisé que je n'étais pas leur fille. J'étais leur main-d'œuvre non rémunérée. J'étais le filet de sécurité de leur style de vie. Ils étaient heureux de me laisser faire faillite, de perdre ma carrière et de ruiner ma santé tant qu'ils pouvaient sauver les apparences. Ils n'avaient aucune idée que chaque fois que je payais leur prêt hypothécaire, je gardais les reçus. Chaque fois qu'ils ignoraient une urgence médicale, je la notais. Et chaque fois que grand-père Silas parlait de son testament, je l'enregistrais. Ils pensaient qu'ils se jouaient de moi. Ils pensaient que j'étais la fille faible et sensible qui dirait toujours oui. Ils ne réalisaient pas que 3 ans passés à regarder un homme mourir pendant que sa famille célébrait m'avaient appris exactement comment être aussi froide qu'eux. Grand-père Silas est décédé paisiblement le 12 septembre 2025. J'étais la seule à lui tenir la main. Ma mère était à une vente aux enchères de charité. Mon père était à un tournoi de golf. Et tante Lydia, elle était dans un centre de soins à Sedona. Les funérailles ont été une blague. Ce sont eux qui ont pleuré le plus fort, qui se sont tenus le plus près du cercueil et qui ont dit à tout le monde à quel point le patriarche de la famille leur manquerait. Mais dès que la terre a touché le cercueil, Margaret s'est tournée vers moi et a chuchoté, « Nous rencontrons l'avocat demain à la maison sur la plage. Assure-toi que l'endroit soit propre. Lydia veut commencer à y installer ses meubles d'ici le week-end. » Ce fut leur première erreur. Ils ont supposé que la maison était à eux. Ils ont supposé que je n'avais rien. Et ils ont supposé qu'en détruisant mon ordinateur portable ce soir, ils avaient gagné. Mais alors que je me tiens ici sur ce balcon en regardant les vagues s'écraser contre les rochers où mon ordinateur portable repose maintenant en morceaux, je ne peux m'empêcher de sourire. Parce que la clé USB dans ma poche contient la seule chose qu'ils n'ont jamais vue venir. La vérité sur leur villa méditerranéenne et le fait que je ne possède pas seulement cette maison sur la plage, je les possède, eux. La fin n'est pas arrivée avec un halètement dramatique ou un discours final comme on le voit dans les films. C'était silencieux. Le 12 septembre 2025, à exactement 4h12 du matin, le sifflement rythmé du concentrateur d'oxygène était le seul son dans la chambre principale de la maison de Malibu. J'étais assise dans le fauteuil près de la fenêtre, à moitié endormie avec une revue médicale sur les genoux, quand le silence m'a frappé. C'était un silence lourd et absolu qui ressemblait à un poids physique dans la pièce. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier son pouls pour le savoir. Grand-père Silas était parti. Je suis restée assise là pendant 20 minutes à simplement tenir sa main froide avant même de décrocher le téléphone. Mon premier appel n'a pas été pour les pompes funèbres. C'était pour ma mère, Margaret. Elle n'a pas répondu. Mon père, David, non plus. J'ai laissé des messages vocaux, la voix tremblante, pour leur dire que l'homme qui avait financé tout leur style de vie pendant 3 décennies venait de mourir seul avec sa petite fille décevante. Ils se sont finalement présentés à 10h du matin, mais ils ne sont pas venus pour faire leur deuil. Margaret est entrée dans la maison vêtue de lunettes de soleil de créateur surdimensionnées et d'un châle en soie noire, ayant plus l'air de se rendre à un déjeuner dînatoire haut de gamme qu'à une morgue. Derrière elle se trouvait tante Lydia, portant déjà un mètre ruban dans son sac à main. Je ne plaisante même pas. Elle regardait littéralement les moulures du couloir avant même que les ambulanciers n'aient déplacé le corps. C'est une tragédie, vraiment, a dit Margaret, sa voix sèche comme un os. Elle n'a même pas regardé le lit où reposait son père. Mais nous devons être pratiques, Elena. L'entretien de cet endroit coûte $8000 par mois. Nous devons le mettre sur le marché d'ici octobre pour attirer les acheteurs de fin de saison. Lydia, as-tu apporté le contact de ce décorateur immobilier? Je me tenais là, portant toujours la blouse médicale dans laquelle je vivais depuis 48 heures, ayant l'impression d'être dans un cauchemar. Il est encore dans la pièce, maman, ai-je chuchoté. Pouvons-nous au moins attendre les funérailles avant que vous ne commenciez à compter la commission?
David m'a tapoté l'épaule, ce faux geste condescendant qu'il utilisait toujours quand il voulait que je me taise. Nous pensons juste à l'avenir de la famille, Elena. Tu as été soumise à beaucoup de stress. Pourquoi ne vas-tu pas dans ton petit appartement, pour te reposer un peu, et laisser les adultes s'occuper des affaires juridiques ennuyeuses? Les affaires juridiques ennuyeuses ont eu lieu 3 jours après les funérailles. Nous étions réunis dans la bibliothèque lambrissée d'acajou de la maison de Malibu. Mes parents et Lydia étaient assis sur le canapé en cuir, l'air suffisant, discutant déjà des pièces qu'ils rénoveraient en premier. Ils supposaient que, comme Margaret était l'aînée et Lydia la préférée, la maison serait divisée entre elles, et que j'aurais de la chance d'obtenir la vieille collection de pièces de monnaie de grand-père Silas. Puis Monsieur Sterling, l'avocat de grand-père depuis 40 ans, est entré. Il les a regardés avec une froideur professionnelle qui, je le réalise maintenant, était un dégoût caché. Il a placé un épais dossier bleu sur le bureau et a ajusté ses lunettes. Silas Vance a mis à jour son testament le 14 août 2024, a commencé Monsieur Sterling. Margaret a froncé les sourcils. Août 2024 ? Il n'était pas lui-même à ce moment-là. Il prenait de lourds médicaments. En fait, a rétorqué Monsieur Sterling, en sortant une déclaration sous serment signée. J'ai fait certifier sa compétence mentale par 2 neurologues indépendants ce matin-là. Il était parfaitement lucide. Il s'est raclé la gorge et a commencé à lire. L'air dans la pièce s'est transformé en glace. Il a d'abord passé en revue les petites choses, des dons au musée maritime local, un fonds d'affectation spéciale pour le personnel infirmier, puis il est arrivé à l'actif principal. Concernant la propriété immobilière située au 2482 Océan Fronway, Malibu, évaluée à environ $6.02 millions, a lu Monsieur Sterling, sa voix gagnant en force. Je sous-signais, Silas Vance, saint d'esprit, lègue par la présente la totalité de cette propriété ainsi que tout son contenu et les terres environnantes à ma petite-fille, Elena Vance. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai senti mon cœur marteler contre mes côtes. J'ai regardé le sol, mon esprit repensant à cette nuit sous le carrelage du garde-manger où j'avais trouvé la clé USB. Quoi ? La voix de Margaret était un sifflement bas et dangereux. C'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Je suis sa fille. Lydia a bondi sur ses pieds, son visage devenant rouge et tacheté. Il avait 82 ans. Elle a dû le manipuler. Elle a passé 3 ans à lui chuchoter à l'oreille pendant que nous étions occupés à travailler. C'est de la maltraitance envers les personnes âgées. Nous allons porter plainte. Nous allons bloquer cela devant les tribunaux pendant 10 ans. Monsieur Sterling n'a pas scié. Il y a autre chose. Silas a également laissé une lettre spécifique adressée à Margaret, David et Lydia. Voulez-vous que je la lise ? Il n'a pas attendu de réponse. À mes enfants, a-t-il lu. Je vous ai observé. Je vous ai regardé ignorer mes anniversaires. Je vous ai regardé ignorer les appels de l'hôpital. Je vous ai regardé laisser Elena se noyer dans les dettes et l'épuisement pour sauver ma vie. Pendant que vous dépensiez l'argent que je vous donnais pour des abonnements au club privé et des croisières en Europe, vous ne vouliez pas d'un père. Vous vouliez un jour de paix. Elena voulait un grand-père. Par conséquent, Elena obtient la maison. Quant au reste d'entre vous, je vous ai laissé exactement ce que vous m'avez donné pendant mes dernières années. Rien. Margaret avait l'air d'être sur le point de faire une attaque cérébrale. David était sans voix. Mais la véritable explosion s'est produite lorsque Monsieur Sterling m'a remis les clés. Ce n'est pas fini, Elena, a crié Lydia, en pointant un doigt tremblant vers moi. Tu penses que tu peux simplement prendre notre héritage ? Tu es une voleuse. Nous sommes ta famille, et nous ferons de ta vie un enfer vivant jusqu'à ce que tu me cèdes cet acte de propriété. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère, qui sortait déjà son téléphone pour appeler un autre avocat. J'ai ressenti une vague de clarté froide et dure. C'était la famille que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire. C'était la famille pour laquelle je m'étais endetté de $40 000 afin de la protéger. La maison est à moi, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne le ressentais. Et Monsieur Sterling, je crois qu'il y a une clause concernant les serrures. En effet, a acquiescé Sterling. La succession a déjà autorisé un serrurier. Ils seront là d'ici 1 heure. Alors qu'ils étaient escortés hors de la maison qu'ils avaient déjà prévu de vendre, Margaret s'est retournée vers moi,
les yeux remplis d'une haine que je n'oublierai jamais. Profite de ta maison vide, Elena, car d'ici à ce que j'en ai fini avec toi, il ne te restera pas un centime pour payer les impôts qui y sont liés. Ils pensaient que c'était eux qui avaient le pouvoir. Ils pensaient qu'ils pourraient me poursuivre en justice pour me soumettre. Ils n'avaient aucune idée que grand-père Silas ne m'avait pas seulement laissé une maison. Il m'avait laissé une feuille de route pour leur destruction totale. Et tout cela se trouvait sur cette minuscule clé USB, attendant que j'appuie sur le bouton de lecture. L'avocat, Monsieur Sterling, avait à peine franchi la porte d'entrée que l'air de la pièce est passé du choc au pur venin absolu. Je me tenais près de la grande baille vitrée allant du sol au plafond, regardant l'océan Pacifique, serrant les clés de la maison si fort qu'elles s'enfonçaient dans ma paume. Je m'attendais à ce qu'ils partent. Je m'attendais à ce qu'ils crient puis sortent en trombe vers leur voiture. Mais Margaret et Lydia ne sont pas parties. Au lieu de cela, elles se sont rassises sur les canapés en lin blanc coûteux, les canapés que j'avais aspirés et nettoyés chaque jour pendant 3 ans, et m'ont regardé comme si j'étais un cafard qu'elles s'apprêtaient à écraser. Arrêtons cette petite mascarade tout de suite, Elena, a déclaré ma mère, Margaret. Sa voix ne criait plus. C'était ce ton bas et d'un calme terrifiant qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de démanteler mon âme. Nous savons tout ce qui s'est passé ici. Tu as passé 3 ans à isoler un homme mourant. Tu l'as nourri de ta version de la vérité. Tu as contrôlé ses visiteurs, et tu l'as manipulé pour qu'il signe un document qu'il n'aurait jamais signé s'il avait été saint d'esprit. Tu n'es pas une héritière, Elena. Tu es une prédatrice. J'ai senti mon sang bouillir. Je l'ai isolé? Maman, tu n'as pas répondu à ses appels pendant des mois. C'est moi qui lui tenais le téléphone pendant qu'il laissait des messages vocaux auxquels tu ne répondais jamais parce que tu étais occupée. Tante Lydia a explosé, ses yeux brillant d'un feu bleu et froid. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce, touchant déjà les vases et les œuvres d'art comme s'ils lui appartenaient. Nous étions dehors dans le monde à maintenir le nom des Vance, à faire le travail qui permet à cette famille de rester pertinente. Tu étais juste ici. Tu étais une infirmière glorifiée, Elena, et une infirmière n'hérite pas d'un domaine de 6 millions de dollars. C'est insultant. C'est une blague. Puis est venue la véritable demande. La partie à laquelle ma mère s'était préparée toute sa vie. Lydia a besoin de cette maison, Elena, a déclaré Margaret en se penchant en avant. Elle traverse une période difficile. Son 3e divorce est finalisé. Sa boutique à Beverly Hills a des difficultés, et elle a besoin d'une victoire. Elle a toujours été le cœur de cette famille. C'est elle qui reflète la grâce et la beauté de mes parents. Toi, tu es exactement comme Silas, têtu, brusque et beaucoup trop obsédé par le travail. Cette maison serait gâchée avec toi. Tu resterais probablement assise ici à pourrir. Mais Lydia peut transformer cet endroit en une destination. Elle peut organiser les événements que l'héritage de grand-père Silas mérite. J'ai regardé Lydia, la femme qui avait dépensé plus pour ses procédures cosmétiques en un an que je n'avais dépensé pour mes propres courses. Donc, parce qu'elle est ta préférée, je suis censé simplement céder la seule chose que grand-père m'a laissée? Après avoir abandonné ma carrière pour lui. Ta carrière? David, mon père, a finalement pris la parole, sa voix dégoulinante de condescendance. Elena, tu étais une architecte junior. Tu étais un rouage remplaçable dans une machine. N'agis pas comme si tu construisais des gratte-ciel. Tu n'as pas abandonné une carrière. Tu as trouvé une excuse pour te cacher du monde réel, et maintenant tu essaies d'en tirer profit. C'est dégoûtant. La semaine suivante a été un champ de bataille psychologique. Ils n'ont pas quitté la maison. Ils ont prétendu avoir le droit légal d'occuper une propriété familiale pendant la période d'homologation, ce que je savais être un mensonge. Mais mon avocat m'a conseillé de ne pas forcer l'expulsion immédiate de mes propres parents, car cela ferait mauvaise impression devant un juge s'il contestait le testament. J'étais donc piégé dans ma propre maison avec 3 personnes qui me détestaient. Ils ont commencé une campagne de torture mentale. Cela a commencé par de petites choses. Margaret allait dans la cuisine et jetait la nourriture que j'avais achetée, la remplaçant par les cures biologiques coûteuses de Lydia. Il mettait de la musique forte à 3 heures du matin juste devant la porte de ma chambre, riant et buvant le vin millésimé de grand-père, sachant que je devais me lever tôt pour mes projets indépendants. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, la conversation s'arrêtait. Il chuchotait puis riait à mon passage.
Lydia a commencé à faire venir des décorateurs d'intérieur. Oui, des décorateurs. Alors que je vivais encore là, j'entrais dans le salon et trouvais un inconnu en train de mesurer les fenêtres pour de nouveaux rideaux. Oh, ignorez-la, disait Lydia au décorateur, en agitant la main vers moi comme si j'étais un meuble. C'est juste l'assistante de l'ancien occupant. Elle va bientôt retourner vivre dans un studio dans la vallée. Parlons des rideaux en soie pour la chambre principale. Le détournement cognitif était la pire partie. Margaret me coinçait dans le couloir et disait des choses comme « Tout le monde à l'église en parle. Tu sais, ils se demandent tous comment tu as pu être aussi cupide. Ils t'ont vu aux funérailles prétendre être la petite fille dévouée alors que tu avais l'acte de propriété dans ta poche. Ta réputation est ruinée, Elena. Si tu cèdes la maison à Lydia maintenant, nous pourrons dire à tout le monde que c'était une décision familiale mutuelle. Nous pouvons sauver la face. Mais si tu t'accroches à cela, je m'assurerai que plus personne dans cette ville ne t'adresse jamais la parole. » J'étais épuisé. J'étais en manque de sommeil. J'avais l'impression de perdre la tête. Ils utilisaient mon propre amour pour la famille comme une arme contre moi. Ils savaient que j'avais toujours voulu l'approbation de Margaret. Ils savaient que j'avais passé mon enfance à essayer d'être aussi parfaite que Lydia. Ils comptaient sur le fait que je craquerais. Ils comptaient sur ce moment précis où je dirais « D'accord, prenez-la. Je veux juste la paix. » Lydia a même eu l'audace de me demander mes notes sur l'entretien de la maison. « Puisque tu as été le personnel de maison ici pendant si longtemps, » a-t-elle dit en se limant les ongles, « tu devrais faire une liste des plombiers et des électriciens que nous utilisons. Je ne veux pas avoir à m'en occuper moi-même quand tu seras parti. Et fais vite, ma chère. J'ai déjà invité quelques amis pour une pendaison de crémaillère le week-end prochain. » Une pendaison de crémaillère, ai-je demandé, la voix tremblante de rage. Lydia, je n'ai rien signé. C'est ma maison pour le moment, est intervenue Margaret depuis l'embrasure de la porte, le regard froid et calculateur. Mais tu es une Vance, Elena, et les Vance ne volent pas les leurs. Tu vas faire ce qu'il faut parce que nous allons nous assurer que l'alternative soit une vie d'isolement total. Tu penses que tu es forte? Voyons à quel point tu es forte quand ta propre mère témoignera au tribunal que tu as été maltraitante envers ton grand-père. Parce que je le ferai, Elena. Je réduirai ton nom en cendres pour donner à Lydia ce qu'elle mérite. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait pas de limite à leur cupidité. Il n'y avait plus de famille à sauver. Ils avaient choisi leur sœur préférée, leur mensonge confortable et leur style de vie de luxe plutôt que la vérité. Mais alors que j'étais assise dans l'obscurité de ma chambre cette nuit-là, les écoutant porter un toast à la nouvelle maison sur la plage de Lydia dans la pièce en dessous, j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai regardé les fichiers. J'ai regardé les relevés bancaires du prêt hypothécaire que je payais toujours sur leur maison. J'ai regardé la clé USB cachée. Ils pensaient qu'ils étaient ceux qui pouvaient ruiner des réputations. Ils pensaient qu'ils étaient ceux qui pouvaient tout prendre. Ils n'avaient aucune idée que pendant qu'ils étaient occupés à choisir les couleurs de peinture pour ma maison, j'étais occupé à préparer les papiers qui leur enlèveraient la leur. C'était le vendredi 10 octobre 2025, à très exactement 19h14. Je me souviens de l'heure car l'horloge numérique sur mon bureau brillait d'un bleu doux, contrastant avec les teintes oranges du coucher de soleil de Malibu qui s'infiltrait à travers les fenêtres. J'étais assise dans l'ancien bureau de grand-père Silas, la pièce sentant encore légèrement son tabac au bois de cèdre et les vieux livres. Mes doigts volaient sur le clavier de mon ordinateur portable argenté, finalisant l'audit numérique de chaque dollar que j'avais dépensé pour cette famille au cours des 3 dernières années. Je me préparais à déposer un avis formel d'occupation pour interdire légalement à Lydia d'y installer ses affaires. J'étais tellement concentré que je n'ai pas entendu la lourde porte en chêne grincer en s'ouvrant. Je n'ai pas entendu le bruit sourd et doux des talons de créateur sur le tapis perçant. La première chose que j'ai ressentie a été le frisson soudain et violent dans la pièce lorsque ma mère, Margaret, et ma tante Lydia sont entrées dans la lumière de ma lampe de bureau. « Tu joues encore à être une avocate, Elena ?» La voix de Margaret était comme une lame de rasoir enveloppée dans de la soie. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est dirigée droit vers le bureau, les yeux fixés sur l'écran où une feuille de calcul des frais médicaux de grand-père était ouverte. « Tu penses vraiment que ces petits chiffres signifient quelque chose ? Tu penses qu'un juge va se soucier des reçus quand je témoignerai que mon père luttait contre la démence quand il a signé ce testament ? » Ce n'était pas le cas, maman, ai-je dit, la voix assurée malgré l'adrénaline qui affluait dans mes veines. « Et tu le sais.
Ces petits chiffres s'élèvent à plus de 240 000 $ de mon propre argent. De l'argent que j'ai dépensé pendant que tu achetais des sacs coûteux et ignorais ses appels. Lydia s'est avancée, le visage tordu par un rictus. Elle a tendu la main et a touché le coin de mon ordinateur portable. C'est vraiment dommage. Tout ce travail, toutes ces numérisations du testament, les enregistrements vidéo de Silas parlant de ses enfants ingrats. Tout est piégé à l'intérieur de cette petite boîte en plastique fragile, n'est-ce pas? Une peur froide s'est accumulée dans mon estomac. J'ai voulu fermer le couvercle, mais Margaret a été plus rapide. Dans une explosion soudaine de mouvements qui ne correspondait pas à son âge, elle s'est jetée sur le bureau. Sa main s'est abattue sur l'ordinateur portable, ses ongles s'enfonçant dans le boîtier métallique. « Donne-le-moi, Elena » a-t-elle sifflé. « Enlève tes mains de là, maman. C'est ma propriété. » Je me suis débattu pour me lever, mais Lydia m'a barré la route, son sac de créateur se balançant comme une arme. Margaret n'a pas seulement pris l'ordinateur portable. Elle a arraché le cordon d'alimentation du mur avec une telle force que la lampe de mon bureau s'est fracassée. Elle s'est retournée et a couru vers les portes-fenêtres menant au balcon du 4e étage. Je l'ai poursuivie, mon cœur martelant contre mes côtes. « Maman, arrête. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Nous avons fait irruption dans l'air frais de la nuit. Le vent fouettait autour de nous, et le bruit de l'océan Pacifique s'écrasant contre les rochers 50 pieds plus bas était assourdissant. Margaret s'est tenue au bord de la balustrade en verre, tenant mon ordinateur portable au-dessus de l'abîme. « Je sais exactement ce que je fais », a-t-elle crié par-dessus le vent. Ses yeux étaient écarquillés, maniaques à l'idée du prix de 6 millions de $. Je protège cette famille. Je donne à Lydia ce qui lui appartient. Sans cela, tu n'as rien. Tu n'es qu'une menteuse sans aucune preuve. Maman, ne fais pas cela. Les documents originaux sont juste ici, ai-je hurlé. Et puis elle a lâché. Je l'ai regardé tomber au ralenti. L'ordinateur portable argenté a tournoyé dans les airs, accrochant la lumière de la lune pendant une fraction de seconde avant de disparaître dans l'obscurité. Un instant plus tard, un craquement métallique écœurant a résonné depuis l'allée en béton en contrebas. Le silence a suivi. Un long et lourd silence qui donnait l'impression que le monde avait cessé de respirer. Margaret s'est retournée vers moi, la poitrine haletante, un terrifiant sourire de triomphe sur le visage. Elle a lissé ses cheveux et a ajusté sa veste. Voilà, c'est fait. Les preuves sont en morceaux, Elena. Les sauvegardes en nuage dont tu es si fière? Je sais que tu n'as pas pu les synchroniser parce que la connexion Internet sans fil dans cette partie de Malibu est coupée depuis la tempête. Tu es fini. Lydia est arrivée sur le balcon, regardant les débris en bas avec un soupir de satisfaction. Eh bien, c'était excitant. Maintenant, Elena, parlons de ta stratégie de sortie. Tu as jusqu'à minuit pour faire tes valises. Mes déménageurs arrivent à 8 heures du matin pile demain. Si je trouve ne serait-ce qu'une chaussette égarée t'appartenant dans ma maison, j'appelle la police et je te fais inculper pour intrusion et exploitation d'une personne âgée. Mon père, David, est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage masqué par l'indifférence. Il a regardé l'espace vide où se trouvait mon ordinateur portable, puis m'a regardé. C'est pour le mieux, Elena. Tu dois passer à autre chose. Va trouver un joli petit studio en ville. Laisse les grands domaines aux personnes qui ont réellement les moyens de les entretenir. Ils se tenaient là, tous les trois, me regardant avec pitié et malice. Ils pensaient qu'ils venaient d'effacer les 3 dernières années de ma vie. Ils pensaient qu'en détruisant une machine, ils avaient détruit la vérité. J'ai regardé Margaret. Elle rayonnait véritablement de fierté. Elle pensait avoir assuré l'avenir de sa sœur préférée. Elle pensait avoir enfin gagné l'approbation de l'enfant prodige de la famille. Ce qu'elle n'a pas vu, ce qu'aucun d'eux n'a remarqué dans l'obscurité, c'est que je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Ma main était enfoncée au fond de la poche de mon sweatshirt à capuche surdimensionnée, mes doigts enroulés autour d'un petit morceau de plastique froid, la clé USB de 128 Go. J'avais eu 3 coups d'avance sur eux depuis le moment où grand-père Silas était mort. Je savais que Margaret tenterait quelque chose de désespéré. Je savais qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que j'ai le pouvoir. Donc, 1 heure avant leur arrivée, j'avais copié absolument chaque fichier, chaque vidéo, chaque relevé bancaire et chaque acte juridique sur ce lecteur de mémoire. Sortez de ma chambre, ai-je dit,
la voix basse et dangereusement calme. Pardon, a aboyé Margaret. J'ai dit, sortez, ai-je répété, en la regardant droit dans les yeux. Vous pensez avoir gagné. Vous pensez avoir effacé l'épreuve. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez en réalité de déclencher. Maintenant, quittez ma maison avant que je n'attende pas lundi pour appeler les autorités. Lydia a ri, un son aigu et perçant. Ta maison? Profite des 4 prochaines heures, Helena, car à minuit tu seras sans abri. Ils sont sortis en riant et en parlant de la couleur dont ils devraient peindre la cuisine. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de me donner la seule chose dont j'avais besoin pour cesser de me sentir coupable. En détruisant mon ordinateur portable, ils n'ont pas seulement détruit des preuves. Ils ont détruit la dernière once de pitié que j'avais pour eux. Ils pensent que je vais être sans abri ce soir. Non. Quand j'en aurai terminé, ce sont eux qui n'auront plus de toit au-dessus de leur tête. Le silence sur le balcon était lourd, rompu seulement par le fracas rythmique des vagues contre le rivage de Malibu. Ma mère, Margaret, arborait toujours ce sourire suffisant et satisfait, les yeux brillants de la conviction qu'elle venait d'effacer mon avenir. Tante Lydia était déjà appuyée contre la balustrade, ayant l'air de choisir mentalement quel tapis de créateur serait le plus beau dans le salon une fois que je serais parti. Tu devrais vraiment te mettre en route, Helena, a déclaré Lydia, sa voix dégoulinante de fausse sympathie. C'est un long trajet pour retourner en ville, et je détesterais que tu sois sur la route alors que tu es si émotive. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement glissé la main dans ma poche et j'ai sorti la petite clé USB noire de 128 Go. Je l'ai tenue en l'air entre mon pouce et mon index, laissant la lumière de la lune accrocher le boîtier métallique. Qu'est-ce que c'est? A demandé Margaret, son sourire vacillant pendant une fraction de seconde. Ceci, ai-je dit, la voix froide et tranchante, est la raison pour laquelle vous venez de commettre un crime sans absolument aucune raison. Tu vois, maman, j'ai vécu avec toi pendant 27 ans. Je te connais. J'ai su, à la seconde où tu es entré ici ce soir avec cette histoire de dîner commémoratif, que tu cherchais un moyen de détruire mes preuves. Donc, 1 heure avant votre arrivée, j'ai sauvegardé chaque fichier. La vidéo de grand-père Silas signant le testament, l'acte de propriété numérique, les relevés bancaires, tout est juste ici. Et sur 3 serveurs en nuages différents dont tu ne trouveras jamais le mot de passe. Le visage de Margaret est passé de pâle à une teinte grise maladive. Tu mens. Tu essaies juste de nous faire peur. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur un bouton. Depuis l'allée en contrebas, le bruit d'une lourde portière de voiture claquant a résonné jusqu'à nous. 2 séries de pas se sont approchées de l'entrée principale. J'ai appelé Monsieur Sterling et les autorités locales il y a 10 minutes, ai-je dit, en regardant la couleur se vider du visage de mon père. Ils sont en bas, et puisque vous avez passé la dernière heure à me menacer et que vous venez de détruire ma propriété, je pense qu'ils seront très intéressés par ce qu'il y a sur cette clé USB. Nous sommes retournés dans le salon au moment où la porte d'entrée s'est ouverte. Monsieur Sterling, l'avocat de toujours de grand-père, est entré, suivi de 2 agents en uniforme du département de police de Malibu. Il a regardé les restes brisés de ma lampe de bureau et les portes du balcon grandes ouvertes. Monsieur Sterling, ai-je dit, d'une voix assurée. Ma mère vient de me prendre mon ordinateur portable de force et l'a jeté du balcon du 4e étage pour détruire les preuves de ma propriété de cette maison. J'ai les fichiers de sauvegarde ici. Helena, comment as-tu pu, a hurlé Margaret en se tournant vers les agents. Elle est instable. Elle a des hallucinations depuis les funérailles. Nous essayons juste de l'aider à faire ses valises. Monsieur Sterling ne l'a même pas regardé. Il m'a pris la clé USB et l'a branchée sur sa propre tablette tactile. En quelques secondes, la voix de grand-père Silas a rempli la pièce. C'était l'enregistrement vidéo du 14 août 2024. Je fais cet enregistrement car je sais que ma fille Margaret et son mari David essaieront de voler cette maison à Helena. La voix de grand-père était claire, ferme et indéniablement lucide. Ils m'ont ignoré pendant des années. Mais Helena a été mes mains et mon cœur. Cette maison est à elle et à elle seule. S'ils sont dans cette maison après mon décès, ils sont en violation de propriété. L'agent principal a regardé Margaret et David. Madame, la propriétaire de cette propriété vous a demandé de partir. Si vous ne rassemblez pas vos affaires et ne sortez pas immédiatement, nous devrons vous escorter vers la sortie et traiter les accusations pour dommages matériels et intrusion.
Vous ne pouvez pas faire cela, a crié Lydia, son masque d'enfant prodige se fissurant enfin. C'était censé être à moi. Margaret me l'avait promis. Margaret vous a promis quelque chose qu'elle ne possédait pas, a déclaré froidement Monsieur Sterling. Ils ont été escortés jusqu'à la porte comme de vulgaires criminels, mais alors qu'ils étaient sur le point de sortir, j'ai levé la main. Attendez, avant que vous ne partiez, nous devons parler de l'autre maison. Mon père David s'est arrêté. Ses yeux se sont écarquillés. Il savait exactement de quoi je parlais. De quoi parles-tu, a sifflé Margaret, la main tremblante sur son sac à main de créateur. La villa méditerranéenne dans les collines, ai-je dit en marchant vers eux. La maison dans laquelle vous vivez depuis 5 ans. Celle que vous avez dit à tout le monde avoir achetée grâce à des investissements intelligents. Disons la vérité, maman. Papa a tout perdu en 2020. Vous étiez à 3 mois de la saisie immobilière. Tu es venu me voir en pleurant, me suppliant de sauver ta réputation parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée que tante Lydia sache que vous étiez ruiné. J'ai retiré une pile de papier de la table d'entrée. Ceci ne venait pas de la clé USB. C'était mes relevés bancaires personnels. Pendant 5 ans, j'ai payé les mensualités hypothécaires de $4500 sur votre maison, ai-je dit, ma voix résonnant dans le hall. J'ai dépensé plus de $270 000 de mon propre argent. De l'argent que j'ai gagné en faisant 3 emplois et en prélevant du sang sur des patients au milieu de la nuit pour garder un toit au-dessus de votre tête pendant que vous étiez occupé à dire à tout le monde que j'étais une infirmière. Glorifié. Vous m'aviez dit que c'était un prêt. Vous m'aviez dit que vous me rembourseriez une fois que l'entreprise de David aurait grandi. Mais vous n'avez jamais eu l'intention de me rembourser, n'est-ce pas? Margaret n'a pas répondu. Elle s'est contentée de fixer le sol. Et voici la meilleure partie, ai-je continué, un sourire froid touchant mes lèvres. Le prêt est à mon nom en tant que cosignataire et payeuse principale. Et puisque je suis maintenant la propriétaire d'un domaine de 6 millions de dollars, et que je n'ai aucune obligation légale ou morale de soutenir des personnes qui viennent d'essayer de ruiner ma vie. J'ai appelé la banque cet après-midi. J'ai officiellement annulé les paiements automatiques. J'ai également déposé une demande de cessation formelle de soutien pour cause d'abus financiers. Le souffle de David s'est arrêté. Elena, si tu arrêtes les paiements, la banque déclenchera la clause de défaut de paiement. Nous perdrons la maison dans 30 jours. En fait, les jeux corrigés. Étant donné vos antécédents de crédit et le fait que vous n'avez pas fait un seul paiement vous-même en 60 mois, la saisie immobilière sera accélérée. Vous aurez de la chance d'avoir 2 semaines. Et puisque vous avez épuisé vos cartes de crédit pour maintenir l'image des ventes et utilisé toutes vos économies pour financer la boutique de Lydia, vous ne perdez pas seulement la maison. Vous êtes en faillite. Lydia a regardé Margaret avec un pur dégoût. Tu es ruiné? Tu m'as dit que tu gérais le prêt hypothécaire avec le fonds secret de Silas. Tu m'as dit que je pourrais emménager ici et que tu garderais la villa. Elle t'a menti à toi aussi, Lydia, ai-je dit, en regardant ma tante. Elle m'a utilisé comme un distributeur automatique de billets pour continuer à t'impressionner. Et tu étais tellement occupée à être la préférée que tu n'as jamais pris la peine de demander d'où venait l'argent. Margaret m'a regardé, les yeux remplis d'une peur désespérée et pathétique. Elena, s'il te plaît. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous laisser à la rue. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Pense au nom de la famille. Le nom de la famille, ai-je demandé. Tu veux dire le nom que tu as essayé d'utiliser pour me qualifier de bouleversé et instable afin de pouvoir voler mon héritage? Tu veux dire la famille qui a ignoré les derniers instants de grand-père Silas pour aller dans un centre de soins? Vous n'êtes pas une famille, Margaret. Vous êtes un groupe de vautours, et la carcasse est enfin vide. Je me suis tourné vers les agents. Veuillez vous assurer qu'ils quittent la propriété, et Monsieur Sterling, veuillez entamer les procédures pour le recouvrement des $270 000 de prêts frauduleux. Alors que la porte claquait derrière eux, je me suis tenu au centre de ma maison sur la plage à 6 millions de dollars, écoutant le silence. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la liberté. Ils pensaient m'avoir piégé dans leur toile de mensonges et de dettes, mais ils venaient en réalité de marcher dans le piège même qu'ils avaient passé des années à construire pour moi. Ils voulaient une exposition publique. Ils voulaient un combat. Ils en ont eu un. Et à la même heure la semaine prochaine, le monde entier saurait que la prestigieuse famille Vance n'était rien de plus qu'un château de cartes que je venais de décider d'arrêter de soutenir.
Les conséquences de cette nuit-là n'ont pas été une explosion soudaine. Ce fut une hémorragie lente et atroce pour la vie soigneusement construite de mes parents. Après que la police a escorté Margaret, David et Lydia hors de ma maison sur la plage, je ne me suis pas contenté de verrouiller les portes. J'ai changé les codes de sécurité, embauché une société de sécurité privée pour patrouiller le périmètre, puis je me suis assise au bureau en acajou de grand-père Silas avec un verre d'eau glacée et mon téléphone. J'avais payé 4 500 $ par mois pour leur villa méditerranéenne pendant exactement 60 mois. Cela représente 270 000 $ de ma vie, de ma sueur et de ma carrière que j'avais versé dans le trou noir de leur vanité. Chacun de ces paiements avait été configuré comme un transfert automatique sous forme de don de mon compte vers le gestionnaire du prêt hypothécaire. Je me suis connecté au portail, ma main ne tremblant pas même une seconde, et j'ai appuyé sur le bouton qui disait « Annuler le paiement récurrent ». Puis je suis allé encore plus loin. J'ai appelé le département des fraudes de la banque. Je les ai informés que l'accord de cosignature que j'avais conclu était basé sur des déclarations frauduleuses de remboursement futur et que je retirais officiellement tout soutien financier. Parce que mes parents n'avaient aucun revenu et que l'entreprise de David était en fait une société écran avec plus de dettes que d'actifs, le système de la banque a déclenché une alerte immédiate de compte en péril. Le premier appel de Margaret est arrivé 48 heures plus tard. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. « Elena, qu'as-tu fait ?» Sa voix était perçante. Le masque de la mondaine posée était complètement brisé. « La banque vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement hypothécaire a été refusé. Ils parlent d'une saisie immobilière accélérée. Tu dois réparer cela tout de suite. As-tu une idée de l'embarras que c'est de recevoir un avis d'échec de paiement envoyé chez nous ? » Je l'ai écouté en étant assise sur mon balcon, regardant le lever du soleil sur l'océan que je possédais maintenant. Je n'ai pas rappelé. Le deuxième appel était de David. « Elena, sois raisonnable. Nous avons fait une erreur avec l'ordinateur portable, d'accord ? Nous étions stressés, mais tu ne peux pas simplement nous laisser perdre la maison. Nous n'avons aucune économie. Tout ce que nous avions a servi à sauver les apparences pour le nom de la famille. Si tu ne paies pas ce mois-ci, nous serons à la rue d'ici novembre. » C'était la vérité qu'il ne voulait pas admettre. Il vivait un style de vie à 2 millions de $ avec un budget de 0, et j'étais la seule chose qui empêchait le solde de s'effondrer sous eux. La véritable justice, cependant, est venue de leur propre rang. Je savais que Lydia, la sœur préférée, la femme pour qui ma mère avait sacrifié l'âme de sa propre fille, serait la première à fuir quand l'argent viendrait à manquer. J'ai envoyé à Lydia une copie de l'avis de saisie immobilière de la banque par courrier électronique avec une courte note. Puisque tu es si inquiète pour l'héritage familial, je suppose que tu vas reprendre les paiements mensuels de 4 500 $ pour maman et papa. Après tout, tu es celle qui mérite le meilleur, n'est-ce pas ? La réponse de Lydia fut un chef-d'œuvre de narcissisme. Elle n'a pas proposé d'aide. Elle n'a même pas défendu mes parents. Au lieu de cela, elle a bloqué les numéros de mes parents et a changé le sien. J'ai appris par un ami commun de la famille que lorsque Margaret s'est présentée à la boutique de Lydia à Beverly Hills, mendiant un endroit où rester, Lydia a demandé à l'agent de sécurité de lui dire qu'elle était occupée avec une cliente et qu'elle ne pouvait pas être dérangée. J'ai une marque à protéger, Margaret, lui avait apparemment envoyé Lydia dans un message texte plus tard. Je ne peux pas avoir le drame de la sœur sans-abri qui me suit partout. Tu aurais dû mieux gérer ta fille. À la fin de la semaine, la réputation d'Evans était en lambeaux. La banque a agi avec une efficacité froide que seules les institutions financières possèdent. Parce qu'il n'avait aucune valeur nette et des antécédents de délais internes non respectés que j'avais dissimulés, la saisie immobilière n'était pas seulement une menace, c'était une réalité. Un avis d'expulsion a été scotché sur leur porte d'entrée dans les collines pour que tous les voisins puissent le voir. J'ai regardé de loin ma mère essayer de vendre ses sacs et ses bijoux de créateurs sur des sites de revente de luxe juste pour pouvoir se payer un camion de déménagement. Elle vendait les articles même qu'elle avait achetés avec l'argent qu'elle aurait dû utiliser pour les soins de grand-père. Le jour où ils ont dû partir, David a appelé une dernière fois. Il avait l'air d'un homme brisé. Nous déménageons dans un motel à 2 chambres dans la vallée. Elena, est-ce cela que tu voulais voir ? Tes parents en faillite et sans abri ? Non, papa, ai-je dit, en lui parlant pour la première fois depuis la nuit de l'ordinateur portable. Ce que je voulais, c'était une famille qui se soucie de moi à moitié autant que je me soucie d'eux. Ce que je voulais,
c'était que tu tiennes la main de grand-père pendant qu'il mourait au lieu de vérifier tes scores de golf. Vous n'êtes pas dans ce motel à cause de moi. Vous y êtes parce que la banque a finalement réalisé ce que je savais déjà. Vous êtes un fardeau financier. Ils étaient officiellement en faillite. Pas de maison, pas de crédit, pas de sœur préférée pour les sauver. Ils avaient parié l'amour de leur fille pour une vie de luxe qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Et ils avaient finalement perdu la maison et la fille qui rendaient tout cela possible. Cela fait 3 mois depuis cette nuit-là sur le balcon. Et alors que je suis assise ici sur la terrasse de ma maison sur la plage à Malibu, sirotant un café et regardant la marée d'hiver monter, je comprends enfin ce que l'on ressent quand on est en paix. Le silence dans cette maison n'est plus vide. Il est rempli des souvenirs d'un homme qui m'a aimé assez pour me protéger même après son départ. Grand-père Silas avait raison. La loyauté n'est pas seulement un mot. C'est un mode de vie. Mes parents, Margaret et David, vivent actuellement dans un motel à tarif hebdomadaire dans la vallée de San Fernando. David travaille dans une quincaillerie locale pour joindre les deux bouts, et Margaret passe ses journées à appeler tous ceux qui veulent bien l'écouter, leur racontant comment sa fille cruelle a volé sa vie. Mais les appels se font plus rares. Les gens ont vu les vidéos. Ils ont vu les reçus que j'ai publiés en ligne. Devant le tribunal de l'opinion publique, le prestigieux non-Vance est exactement ce qu'il a toujours été, une coquille vide. Tante Lydia. Elle ne leur a pas parlé depuis le jour où la villa méditerranéenne a été barricadée. Elle est occupée à refaire son image à Scottsdale, prétendant n'avoir jamais eu de sœur du tout. Il s'avère que l'enfant prodige ne reste dans les parages que lorsqu'il y a une vue à 6 millions de dollars à partager. Quand l'argent a disparu, ses valeurs familiales ont fait de même. La plus grande leçon que j'ai tirée de ce cauchemar de 3 ans est que le sang ne fait pas de vous une famille. C'est le fait d'être présent qui le fait. J'ai passé 27 ans à essayer d'être à la hauteur d'une sœur qui n'existait pas et d'une mère qui ne s'en souciait pas. J'ai passé 3 ans à changer des pansements, à gérer des dialyses et à tenir la main d'un homme mourant pendant qu'ils dépensaient l'argent que je gagnais pour eux. À la fin, la personne qu'ils ont traitée comme un membre du personnel de maison est la seule qui a maintenu en vie le véritable héritage de la famille. Je ne les déteste pas. Il ne me reste pas assez d'énergie pour cela. Je les vois juste enfin clairement. Et cette clarté vaut plus que n'importe quel héritage. Alors, je veux entendre ce que vous avez à dire. Si vous étiez à ma place, les auriez-vous pardonnés, ou auriez-vous laissé la banque prendre la maison tout comme je l'ai fait? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en. Et si vous avez un jour survécu à une famille qui a essayé d'effacer votre existence, restez debout. Vous n'êtes pas seul, et votre vérité compte. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous croyez en la justice, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Cette histoire est fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration de réflexion.